On se retrouve pour l'épisode 3 de Codito Lab, la série qui a pour objectif de vous faire comprendre très concrètement l'intelligence artificielle sur différentes problématiques. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est assez explosif, qui est assez touchy, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Il y a énormément de légendes urbaines là-dessus. C'est très compliqué de comprendre vraiment quelle est l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. Quand j'utilise l'IA, quand vous utilisez l'IA, qu'est-ce que c'est cette empreinte? Aujourd'hui, c'est compliqué de la traquer. Et donc ça va être tout l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre tout ça. Avant ça, l'idée c'est vraiment de cette vidéo de mobiliser finalement deux disciplines qui communiquent pas trop entre elles et surtout qui n'ont, pour être tout à fait honnête, pas trop, on va dire, d'affinité l'une envers l'autre. L'environnement et l'intelligence artificielle. Alors moi j'ai été étudiant à l'université d'Amsterdam où j'ai pu étudier l'environnement et je suis aussi chef d'entreprise de Codito Ergo Sum. Donc c'est un groupe qui installe de l'intelligence artificielle chez les entreprises. Donc l'idée, ça va être de mobiliser ces deux casquettes pour aujourd'hui vous montrer un petit peu la réalité de l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. Et surtout, on va commencer par débunker certaines fausses réalités des mythes urbains, notamment le 2000 litres d'eau par prompt qui est consommé. Donc ça, c'est pas vrai et je vais pouvoir vous prouver ça dans les minutes qui arrivent. D'ailleurs, c'est faux jusqu'à 2000 fois. Donc l'idée, ça va être vraiment de se concentrer un petit peu sur tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire finalement ce que peu de vidéos en France font, j'ai pas trop vu ça avant, c'est décortiquer l'impact environnemental de l'IA de A à Z. Alors on va parler de quoi? On va parler d'eau, on va parler d'électricité, on va parler des gaz à effet de serre, des chips, des terres rares, de la construction de data centers, et finalement mettre ensemble tous ces éléments alors que d'habitude, on les met pas trop ensemble. Là, l'idée, ça va être de les mettre ensemble et surtout de les mettre dans le bon ordre. Donc, à la fin de cette vidéo, l'objectif, c'est que vous ayez trois choses en poche. Premièrement, les vrais chiffres, sourcés, pas les rumeurs qui se répètent dans les médias. Deux, tu sauras pourquoi l'IA pollue, comment et dans quelle proportion exacte. Et trois, et c'est peut-être le plus important, tu sauras comment piloter ton usage de l'intelligence artificielle. Sachant qu'à la fin, on va voir quelque chose qui est assez intéressant, c'est que être responsable, c'est aussi être rentable. Parce que sobriété de l'usage de l'IA, c'est non seulement faire du bien à la planète, ou du moins moins euh, avoir une empreinte qui soit moins importante, mais c'est aussi bien pour son porte-monnaie. Voilà, donc les deux vont ensemble et c'est ça la leçon qu'on va mettre en avant tout au long de cette vidéo. Donc voilà, alors quand même petit apéritif avant d'attaquer le vif du sujet, une petite stat, c'est que avoir en tête un steak, lorsque vous le mangez, ça consomme 20 litres d'eau pour faire un steak français. C'est l'équivalent de 77 000 prompts ChatGPT selon Google. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a tout de suite une remise au contexte qui est assez intéressante et on se demande où est passé le fameux 2000 litres d'eau par prompt, cette légende urbaine. Voilà, donc on va attaquer tout ça. L'idée, évidemment, c'est pas de faire du greenwashing. L'idée, c'est pas nécessairement aussi de vanter les mérites absolus de l'intelligence artificielle. Certes, c'est mon métier, mais il y a des limites et c'est aussi de ma responsabilité de souligner les limites, notamment les limites environnementales de l'intelligence artificielle. Et on va voir en fait que ça pollue, mais pas nécessairement là où on pense et pas dans les proportions qu'on pense. Et surtout, encore une fois, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Donc voilà, l'enjeu, ça va être d'aborder tout ça. Bon alors, on va commencer d'abord par cette histoire de 2000 litres d'eau que on a tous vu passer sur LinkedIn, Le Monde, Les Échos, TF1 en a parlé aussi, voilà. Et on se demande finalement comment un prompt consomme un 2000 litres d'eau. Et en fait, ça a été tellement répandu pendant un moment que personne l'a remis en question. Et beaucoup de personnes pensent ça aujourd'hui, notamment les personnes qui ne sont pas vraiment informées sur l'intelligence artificielle. Et les personnes qui sont contre l'intelligence artificielle, il y en a évidemment. L'idée, c'est de dire que Google a publié ses propres données en 2024 sur leur infra, et ils ont estimé qu'un prompt Gemini, ça consommait 0,26 millilitres d'eau. Donc ça représente 5 gouttes d'eau, grosso modo. Donc pas une bouteille, évidemment. Voilà, ça c'est important de prendre ça en compte. Évidemment, ça va dépendre des modèles. Tous les modèles ne consomment pas pareil. Et donc ça, on va dire que Google, c'est une estimation qui va être plutôt pessimiste, vous voyez. Derrière, l'estimation la plus pessimiste qu'on va avoir, c'est celle de l'université de Californie à Riverside, qui a étudié ChatGPT 4, qui est un modèle qui consomme beaucoup. Et eux, ils disent que c'est entre 10 et 50 millilitres par requête.
Donc là, bon, on n'est pas sur une bouteille d'un demi-litre, hein, on est plutôt sur un fond de verre. Mais mine de rien, c'est quand même pas mal. Et ça permet finalement de prendre un peu la mesure de manière plus réaliste. Ce qu'on voit évidemment, c'est que bah il y a un sacré grand écart. Alors pour certains, notamment l'université de Californie, bah ça va être 10 fois moins important qu'un demi-litre, et pour d'autres comme Google, c'est 2000 fois moins important. Évidemment, il faut bien garder en tête que chacun a des intérêts à défendre divergents, donc ça influence aussi la réalité qu'on a envie de partager. Voilà. Donc évidemment, c'est assez intéressant de voir cet écart. Et surtout, on valide quand même une chose, c'est que euh, ce mythe, cette légende urbaine du demi-litre d'eau, ça n'existe pas. Voilà, donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, alors, d'où vient l'origine du chiffre? Le chiffre a une origine. En gros, c'est une étude qui mesurait la consommation d'une conversation entière de 50 échanges, et donc pas d'un seul prompt. Et il y a quelqu'un, on ne sait pas qui aurait coupé la phrase à mi-chemin, et qui donc aurait réduit ça donc à un demi-litre d'eau. Mais c'est vraiment une conversation, on garde le contexte avec un modèle lourd, type GPT-4. Voilà, pour remettre un petit peu en contexte les choses. Donc, si vous entendez un prompt, c'est un demi-litre d'eau, ce n'est pas vrai. Évidemment, il y a encore plein d'autres variables qu'on va voir ensemble. L'idée, c'est que cette vidéo, elle vous apporte toute la data possible. C'est pas une vidéo qui va être simple, on va pas se le gâcher. Mais c'est une vidéo qui, j'espère, va être utile et qui va enfin pouvoir vous permettre de mieux comprendre. Maintenant, bah, tu te dis peut-être, ok, on a Google qui dit 5 gouttes, on a l'Académie en Californie qui dit 50 millilitres, bah, il y a quand même un facteur de 200 d'écart. Comment c'est possible? Évidemment, on va creuser ça. Et là-dessus, il y a 3 raisons cumulées qui expliquent ça. Tout d'abord, il y a le périmètre. Il faut savoir que Google compte uniquement l'eau qui passe par leur data center, donc l'eau directe. Alors que l'université de Riverside, elle compte aussi l'eau indirecte, donc celle qui sert à refroidir les centrales électriques et qui produisent l'électricité que consomme le data center. Évidemment, il y a une différence. Pour vous faire vraiment une illustration concrète, c'est comme si tu calculais le coût d'un café en comptant juste la dosette, donc ça Google, contre le coût en comptant la dosette, plus la production du café au Brésil par exemple, plus le transport en bateau. Donc évidemment, c'est pas les mêmes chiffres, et donc ça c'est plutôt Riverside. C'est deux approches qui sont différentes, les deux sont légitimes, mais vous voyez, c'est ça qui explique évidemment la différence importante entre les deux analyses sur le coût hydrique d'un prompt. La deuxième chose, ça va être finalement le modèle. Hein. Évidemment, euh, on a Gemini qui va être plus léger, on va avoir GPT-4 qui va être plus lourd. Donc on a ici un modèle sobre qui fait des tâches simples, et ici on a un GPT-4 qui est littéralement un mastodonte. Hein. Et là où le premier consomme à peine, bah, le second beaucoup plus. Et évidemment, ça on ne précise pas trop. En gros, ça va vraiment dépendre du poids des modèles. Il y en a qui font 100 milliards de paramètres, il y en a qui font 3 milliards. C'est en fonction du poids du modèle qu'on va pouvoir estimer l'impact ou pas. Vous pouvez deviner évidemment que du coup, si vous voulez consommer moins, vous prenez des modèles plus petits. On verra ça en détail après. Et ensuite, la troisième chose, c'est où ça tourne. Alors évidemment, si on est sur un data center en Finlande, il faut savoir que là-bas il fait froid. Et c'est pratique parce que ça peut refroidir automatiquement les data centers. Alors que si vous avez un data center qui est au Texas, qui chauffe à fond, en plus il y a le soleil texan qui tape dessus, plein fer, en plein désert, forcément on doit utiliser plein d'eau pour refroidir, cette eau elle s'évapore, et là le coût hydrique est beaucoup plus important. Donc là vous voyez déjà que bah, forcément la localisation du data center va influencer votre impact environnemental. Entre la Finlande et le Texas, il y a littéralement rien à voir. Et comme je le disais, évidemment, il n'y a pas de coût universel. Tomber dans cette simplification qu'il y a un coût universel par prompt, non. C'est le coût dépend de ce qu'on a vu là. Alors de la méthode de calcul, du poids du modèle, et de où est situé le data center qui est utilisé pour traiter vos requêtes. Voilà. Bon, une fois qu'on a démontré, qu'on a démonté la rumeur, ça ne veut pas dire évidemment que tout va bien. L'IA pollue, tout à fait, et ça c'est le problème. Que les gens parlent en fait de ce problème à travers un facteur. Donc je sais pas, par exemple, Le Monde il va parler d'eau, dans les échos ça va parler d'électricité, mais en fait il y a 5 vecteurs qui vont aller ensemble et qu'on va aller creuser ici. C'est que oui, l'IA ça pollue, mais il y a 5 vecteurs qu'on va voir. D'abord il va y avoir l'électricité qui sert à faire tourner les serveurs. Ensuite il va y avoir l'eau qui sert à refroidir ces serveurs qui chauffent énormément.
Ensuite, on a les gaz à effet de serre qui dépendent du mix énergétique du pays où tournent les data centers. Pour rappel, un gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz comme le dioxyde de carbone, comme le méthane, comme le protoxyde d'azote, qui permet de conserver la chaleur sur Terre pour qu'on puisse avoir un environnement où on puisse vivre et où la vie peut se développer. Bah évidemment, s'il y en a plus, bah, il fait plus chaud. Et donc ça fait le réchauffement climatique. Je simplifie, hein, mais grosso modo, vous m'aurez compris, c'est ça. Ensuite, les chips. Donc les chips, c'est les puces. Par exemple, c'est les fameux GPU de Nvidia. Quand on les fabrique, il faut savoir que ça consomme des terres rares. Il y en a 17 des terres rares et elles ont une empreinte carbone importante, notamment dans l'extraction de ces terres rares. Voilà. D'ailleurs, c'est la Chine qui a un leadership là-dessus. Ça, c'est un enjeu géopolitique aussi assez intéressant. Et puis enfin, la construction des data centers en eux-mêmes. Donc là, il faut du béton, il faut de l'acier, il faut de l'infra, il faut du BTP derrière pour sortir les data centers qui sont immenses. Et la subtilité, évidemment, c'est qu'aucun de ces postes ne vit seul. Ils sont liés. Donc plus tu veux d'électricité, plus tu veux d'eau pour refroidir, plus tu veux de GPU, plus tu fais de chantier. Plus tu fais de chantier, plus tu coules de béton, et plus tu coules de béton, plus tu émets du CO2. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est lié. C'est ce qu'on appelle finalement un système. Et c'est ça qu'on va décortiquer maintenant poste par poste. Donc, vous voyez tout de suite, hein, on est sur quelque chose de plus complexe que ça en a l'air. Maintenant, la réalité technique. On va commencer d'abord par l'entraînement d'un modèle. Et ça, c'est un gros poste. C'est celui vraiment où il y a des milliards de textes qui vont être appris par l'intelligence artificielle. C'est le moment où on crée le modèle. Pour donner un ordre de grandeur, entraîner le GPT-4 a consommé entre 10 000 et 30 000 mégawattheures d'électricité. Alors là, vous allez me dire, Émile, ok, mais un mégawattheure, c'est quoi en fait? Alors, pour vous montrer un petit chiffre, un mégawattheure, qu'est-ce que c'est? C'est un foyer français qui consomme en moyenne 5 mégawattheures par an. Un foyer français égale 5 mégawattheures en moyenne par an pour vivre. Donc c'est quoi? C'est le chauffage, c'est le lave-linge, c'est la lumière, c'est la télé, c'est la recharge de la voiture électrique. C'est donc 5 mégawattheures par an pour faire vivre une famille de 4 personnes. Voilà, tout de suite, on peut mettre en contexte. Et donc, entraîner GPT-4 a consommé entre 10 000 et 30 000 mégawattheures, soit l'équivalent énergétique de 4 à 6 000 foyers français qui vivent pendant un an. Et tout ça s'est brûlé en quelques mois. Voilà, là tout de suite c'est plus clair. Tout de suite c'est plus clair, c'est évidemment beaucoup, mais il faut savoir que c'est en one shot, ça veut dire que ça arrive une fois. Donc une fois que GPT-4 est entraîné, c'est fini. On va pas réentraîner tous les jours, donc pendant des années, GPT-4 va répondre à des milliards de requêtes sans qu'on dépense un seul mégawattheure d'entraînement supplémentaire. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc oui, l'entraînement, c'est un choc, mais c'est un choc qui se finit. Ça veut dire qu'il faut garder cette nuance que c'est essentiel pour la suite d'ailleurs, ça arrive une seule fois, l'entraînement. Là où, quand on arrive sur de l'inférence, ça ne va pas évidemment arriver une seule fois, ça va arriver en continu. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est l'inférence? C'est quand on utilise le modèle. C'est quand vous allez sur ChatGPT et que vous faites un prompt, une requête. Ça, c'est de l'inférence. Donc je pose une question à ChatGPT par exemple, le modèle me répond, c'est de l'inférence. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu quel est le coût environnemental de cette inférence. Alors une requête ChatGPT, ça consomme 0,3 Wh. Ok. Alors qu'est-ce que ça représente 0,3 Wh? C'est comme si on branchait notre téléphone sur une prise pendant 3 secondes. Voilà. Et notre chargeur il tourne pendant 3 secondes, finalement c'est ça l'équivalent énergétique d'un prompt ChatGPT. 3 secondes. Voilà. Pas 3 heures, 3 secondes. Donc ça vous permet de vraiment poser une réalité derrière le coût d'un prompt. Voilà, très concret, un prompt, ChatGPT, 3 secondes de chargement d'un téléphone. À titre de comparaison, une recherche Google, ça consomme exactement la même chose. C'est 0,3 Wh. Donc poser une question à ChatGPT et taper la même question dans Google, c'est la même énergie. Voilà. Donc là, vous dites, ok, l'inférence c'est pas beaucoup, sauf que c'est là qu'on bascule et qu'on se rend compte que lorsque c'est multiplié par 10 milliards, évidemment, c'est énorme. Et aujourd'hui, ChatGPT, ça traite des milliards de requêtes par jour. Et le calcul, il est implacable. Sur un an de fonctionnement, l'inférence cumulée consomme environ 25 fois plus d'énergie que ce qu'a coûté l'entraînement initial de GPT-3. GPT-3, pardon. Donc, ton intuition de te dire, ok, l'entraînement
l'entraînement consomme plus, c'est ça le problème, bah, elle est partiellement fausse. Aujourd'hui, sur un coup, oui, ça consomme beaucoup d'un coup l'entraînement, mais après c'est bon. Alors que derrière, c'est surtout l'inférence en fait qui va être une sorte de coût environnemental continu et qui va finalement cesser d'augmenter. Et c'est ça aujourd'hui, bah, le sujet est vraiment compliqué, hein. Le problème, c'est que c'est pas le pic d'entraînement, c'est la marée silencieuse de milliards de petites requêtes qui aujourd'hui consomment vraiment un coût environnemental important. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de choses dont on ne parle pas beaucoup aussi. On va parler des chips. Alors, les chips, c'est les puces, hein. Donc c'est par exemple les GPU de Nvidia. Donc en gros, c'est des petites puces qui sont utilisées pour faire tourner l'IA dans le monde entier. Voilà, très concrètement. Et ça, bah, évidemment aussi, ça a un coût environnemental et c'est un coût qu'on a tendance à oublier. C'est là que je rentre dans l'aspect, on va dire, plutôt négatif de l'intelligence artificielle et que il y a des sérieuses limites. Et là, c'est clairement des coûts environnementaux qu'on n'a pas tendance à prendre généralement en compte. Un GPU, comme par exemple le A100, c'est 500 grammes de silicium, de cuivre et surtout de terres rares. Donc vous savez, bah, votre téléphone, il contient déjà des terres rares. Par exemple, vous avez le néodyme dans le micro, vous avez le tantal dans les condensateurs, le lithium dans la batterie. Et un GPU-IA, c'est l'équivalent en concentration de matières premières d'environ 50 téléphones empilés. Voilà, donc c'est pas rien du tout. Alors là, peut-être que vous dites, ok, et alors, bah, le chiffre clé, c'est celui-ci, la Chine contrôle 70% de l'extraction mondiale des terres rares et 90% de leur transformation. 90%. Voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'aucun GPU au monde, ni Nvidia, ni AMD, ni Intel ne sort d'usine sans avoir transité par la chaîne d'approvisionnement chinoise. Voilà. Donc évidemment, c'est un sujet écologique, l'intelligence artificielle, mais c'est aussi un sujet géopolitique massif, hein. Et l'Europe, elle veut évidemment développer son IA souveraine, ok. Sauf que les chips qui bah, font tourner cette pseudo-IA souveraine, bah, ils dépendent à 90% d'un seul pays, la Chine. Donc si demain ce pays décide de couper le robinet, bah, l'IA européenne, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, pour l'empreinte carbone, chaque GPU A100 a ce qu'on appelle un carbone embarqué de plusieurs centaines de kilos de CO2. Donc, multiplié par les centaines de milliers de GPU que Nvidia livre chaque trimestre, ça fait des millions de tonnes de CO2 avant même que le moindre prompt ne tourne. Donc, quand tu utilises l'IA aujourd'hui, bah, tu utilises aussi une géopolitique invisible. Voilà. Ensuite, le dernier poste, c'est évidemment la construction de data center. Honnêtement, lui, c'est peut-être le moins connu, alors qu'il est évidemment essentiel. Il faut, pour avoir du compute, construire des data centers. Et pour construire des data centers, il faut du BTP. Et ça aussi, ça consomme. Il faut en être conscient. Alors, un data center moderne, c'est entre 10 000 et 100 000 mètres carrés de bâtiment. Donc il y a le béton, il y a l'acier, il y a le ciment, il y a les climatisations, il y a les groupes électrogènes, il y a les câbles. Et tout ça, ça se fabrique, ça se transporte, ça se monte, et chacune de ces étapes émet du CO2. Alors pour te donner une idée, le béton aujourd'hui, c'est le deuxième matériau le plus consommé au monde après l'eau. Sa production représente à elle seule 8% des émissions de CO2 mondiales. Voilà, c'est beaucoup, évidemment. Et quand tu construis un data center, bah, tu coules des dizaines de milliers de mètres cubes de béton. Et la nouvelle économie numérique, principalement portée par l'IA, a déjà prélevé en 2025 23,7 km d'eau en 2025. Alors ça, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent du lac Léman, le plus grand lac d'Europe occidentale, prélevé en un an pour le besoin du numérique. Et selon les projections, ce volume va augmenter fortement, donc il va augmenter de plus 129% d'ici 2050, donc voilà, plus du double. Et quand on parle d'IA, on imagine du code, des écrans, du logiciel, mais la réalité, c'est aussi du béton, de l'acier et des chantiers titanesques qu'on va jamais voir, que l'utilisateur va jamais voir. Voilà. Donc on a fait le tour des 5 postes. Maintenant, tu as vraiment tous les chiffres en tête, tu as tous les axes sur lesquels il y a une empreinte environnementale vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'il y a un vrai sujet. Mais maintenant qu'on a vu les 5 postes, on va se dire, ok, bah, il suffit de rendre le modèle sobre. Et c'est là qu'on va creuser cette partie, notamment avec le paradoxe de Jevons, c'est-à-dire l'éléphant dans la pièce.
Alors Jevons, c'est mine de rien assez connu, c'est un économiste anglais en 1865 qui a démontré un truc assez intéressant. Il étudiait la machine à vapeur de base et à son époque, les ingénieurs, ils travaillaient à rendre les machines plus efficaces. Donc ça veut dire moins de charbon pour la même puissance. Et tout le monde pensait logiquement que cette efficacité, elle allait réduire la consommation de charbon en Angleterre. Sauf qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Plus les machines devenaient sobres, plus on en a installé. Plus on en a installé, plus on a consommé de charbon. Et au final, l'efficacité a multiplié la consommation totale. Ce qui peut paraître assez paradoxal. Voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons ou aussi l'effet rebond. Et ce paradoxe, il a été validé sur l'intelligence artificielle par Nadella en 2025. Donc Nadella, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le CEO de Microsoft. Il a dit que plus l'IA devient sobre et accessible, plus son usage explose. Et donc la consommation totale grimpe et donc l'empreinte environnementale totale grimpe. Donc finalement, le vrai sujet écologique de l'IA, est-ce que c'est le prompt? On pourrait presque se dire, c'est le fait qu'on pose des milliards, qu'on ait des milliards par jour et que ce nombre va doubler tous les ans en termes de prompt. Voilà. Donc il y a un gros sujet là-dessus. Encore une fois, c'est de plus en plus efficace l'IA, ça consomme de moins en moins, donc on pose de plus en plus de prompts et donc l'empreinte environnementale est de plus en plus importante. Donc rendre les modèles sobres, oui, c'est essentiel évidemment, mais ça ne résout pas le problème. Ça pourrait même l'amplifier si on en croit le paradoxe de Jevons. Et il faut évidemment s'organiser face à ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un levier qu'on peut actionner immédiatement. Et ce levier, c'est de choisir où tourne l'IA que tu utilises. Ça, c'est un très gros levier à mon sens. Donc concrètement, en France, on a un relativement bon mix électrique. Il est à 95% fait de bas carbone. Alors qu'on est à 67%, on est à 67% nucléaire, on a 25% de renouvelables, et le reste, il est en gaz pour la flexibilité du réseau. Donc en fait, quand on produit aujourd'hui 1 kWh en France, ça émet 56 grammes de CO2. Voilà. Donc 56 grammes de CO2, encore une fois, pour que vous puissiez bien comprendre, ça correspond à rouler environ 300 mètres en voiture essence. 300 mètres. Aux US, c'est complètement différent. Le mix, il va être beaucoup plus lourd. Il y a beaucoup de gaz, il y a encore du charbon dans certains états, et la moyenne nationale, elle tourne autour de 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est l'équivalent de 2 km en voiture essence pour produire la même quantité d'électricité. Voilà, bon, comme vous le remarquez, c'est beaucoup plus important, c'est presque 7 fois plus important qu'en France. Voilà, donc le même compte en France, c'est 300 mètres, aux États-Unis c'est 2 km. Et c'est sans parler du Texas, de l'Arizona, où de plus en plus de l'électricité est carbonée. On a un stress hydrique qui est majeur parce que les data centers, ils évaporent des litres d'eau pour refroidir tout ça en plein désert. Donc voilà, concrètement, quand tu choisis ton fournisseur d'IA, il faut que tu regardes où est-ce que tu l'héberges ton IA. Est-ce que Mistral, Anthropic, Azure Europe, voilà, où est ton data center? Et il faut savoir que ton empreinte carbone va clairement dépendre du choix du data center qui va traiter tes requêtes. Donc voilà, c'est une décision business qui finalement se prend en 5 minutes, où vous pouvez vous faire accompagner facilement, et qui va changer beaucoup de choses sur votre empreinte carbone. Voilà, on va arriver ensuite à la dernière idée, et c'est probablement la plus importante de cette vidéo, c'est que ce qui rend l'IA sobre la rend aussi moins chère. Alors, il y a 4 techniques connues des pros et ignorées de la plupart des dirigeants qui est hyper pertinent pour avoir une consommation environnementale plus basse et aussi au passage pour dépenser moins d'argent. Encore une fois, les deux vont ensemble. Donc il y a le prompt caching. Ça c'est très simple, c'est quand tu poses plusieurs questions sur le même document, au lieu de renvoyer le document à chaque fois, on le met en cache. Donc résultat, tu as jusqu'à 90% de réduction sur les tokens facturés. 90% c'est beaucoup, donc ça vient alléger ta facture économique, mais ça vient aussi alléger ton empreinte environnementale. Ensuite, il y a une deuxième technique qui est le RAG. Le RAG, c'est qu'au lieu d'envoyer toute ta base de connaissances à chaque question, on n'envoie que des morceaux pertinents de ta base de connaissances. Donc tu vas passer de 100 000 tokens envoyés à 2000. Ça va être 50 fois moins, donc le RAG aussi hyper pertinent. Ensuite, on va avoir vraiment les modèles sobres. Par exemple, on a Haiku. Haiku, il consomme 25 fois moins qu'Opus. Haiku, c'est le modèle le plus sobre, le plus petit de Anthropic, et Opus, c'est le plus lourd.
Donc ça, évidemment, ça fait une grosse différence. Pour vous donner un petit peu une idée, hein, si vous utilisez Opus, pour résumer un email, c'est comme utiliser un 4x4 Range Rover pour aller chercher le pain au coin de la rue. C'est un peu du gaspillage économique et environnemental, alors que vous pourriez y aller en trottinette électrique avec vous. Voilà, pour que ça soit un petit peu parlant. Ensuite, il y a aussi le batch API pour les traitements non urgents. Donc là, c'est quand tu envoies, je sais pas, 1000 tickets de support à classifier d'un coup, en mode différé, tu as 50% de réduction sur la facture. Et là, dernier coup de calibrage aussi, pour finir, j'ai envie de te donner un repère que tu vas pouvoir garder en tête avec le steak français. On y revient sur le steak français, le fameux steak. Selon la norme ISO de mesure de l'empreinte eau consommative, ça consomme 20 litres d'eau, voilà, comme on avait vu. 20 litres pour un seul steak. Maintenant, si tu prends l'estimation pessimiste de 50 millilitres par prompt, 20 litres, ça fait 400 prompts. Donc si tu prends l'estimation Google de 0,26 millilitres, par contre, 20 litres, ça fait, comme on l'a déjà vu, 77 000 prompts. Donc on est, pour un steak, entre 400 et 77 000 prompts. Avec, encore une fois, ça va dépendre de tous les facteurs qu'on a vus en amont. Il y en a beaucoup, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui explique la différence que maintenant on comprend très bien entre ces deux estimations. Donc ton steak du midi, il consomme plus d'eau généralement que toute ta semaine d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est ça l'ordre de grandeur à retenir. Et c'est ça la vérité aujourd'hui qu'on montre peu. C'est que certes, l'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup, ça consomme de plus en plus. Mais quand on relativise ça avec un steak, on se dit que finalement, c'est important. Mais comparé à une habitude que la plupart des gens ont dans leur quotidien, c'est-à-dire manger de la viande, c'est pas si énormissime que ça au final. Encore une fois, ça veut pas dire du tout qu'il faut nier l'impact environnemental de l'IA, parce qu'il y en a un et qui est de plus en plus important. Il faut en être conscient. Mais à mon sens, il faut mettre dans la balance, en fait, l'utilité qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça apporte à la société? Est-ce que c'est un enjeu de souveraineté? Qu'est-ce qui se passe si notre pays, la France, ne développe pas suffisamment son intelligence artificielle? Si on n'est pas souverain, si on n'est pas capable de s'équiper et qu'on est dépendant d'une autre intelligence artificielle qui n'est pas entraînée par nous, quelles sont les conséquences? Voilà. C'est surtout en fait cet enjeu de souveraineté, à mon sens, qu'il faut avoir en compte dans la balance. Donc voilà, on a vu trois choses. On a démonté finalement la rumeur du 2000 litres d'eau par prompt. On a vu les 5 postes de pollution de l'IA. On a expliqué un à un avec les vrais chiffres ce qu'ils représentent. Et finalement, la solution, c'est pas la culpabilisation, c'est l'action. C'est aujourd'hui quel modèle vous allez utiliser. C'est aujourd'hui où est-ce que vous allez mettre votre data center, quelle pratique vous allez mettre comme celle-ci pour consommer moins. C'est tout ça qui va avoir un vrai impact et qui va vous permettre de diminuer très fortement votre empreinte carbone tout en ayant un maximum d'efficacité avec les solutions d'intelligence artificielle. Voilà, choisir où ça tourne, choisir le bon modèle, activer le prompt caching, le RAG, mesurer ce que vous consommez vraiment, c'est possible de le faire aujourd'hui. Vous pouvez tout suivre de A à Z et savoir exactement quelle est votre empreinte carbone et ce que vous consommez. C'est ce qu'on met en place nous chez des clients. Et ce qui est fou, c'est que tous les choix sobres, ils sont aussi des choix qui réduisent votre facture. Et c'est tout l'enjeu de cette vidéo que j'ai envie de mettre en avant. C'est tout l'enjeu du Codito Lab. C'est de vous apporter cette information qui est celle que vous devez retenir. C'est que être responsable, c'est aussi être rentable. Diminuer son empreinte carbone, c'est aussi diminuer la facture qu'on va payer à la fin du mois pour l'intelligence artificielle. Essayer d'être plus friendly pour l'environnement, c'est aussi être plus rentable. C'est ça la leçon finale. C'est vers ça aujourd'hui que vous devez vous orienter. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, ou vous n'avez pas le bon entourage pour faire cela, n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est un sujet qui est important pour vous de prendre soin de l'environnement et de prendre soin de votre facture à la fin du mois. C'était Émile Chalmé. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. Elle n'a pas été forcément simple, il y avait beaucoup de chiffres, mais maintenant tout a été débunké. Maintenant vous comprenez exactement ce qu'il y a derrière l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle. Je vous dis à très bientôt sur un prochain Codito Lab.